Bonjour à tous, je m'appelle Marie Echeval, je suis avocate chez Grenier Avocats, spécialisée en contentieux commercial, risque industriel et assurance. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Étienne Rotoux. Bonjour à tous. Qui va nous apporter son point de vue d'expert en sécurité, en cybersécurité. Oui. Bonjour Marie, bonjour à tous. Je suis Étienne Rotoux, cofondateur de Galink, une solution de gestion de risques cyber fournisseurs à destination des responsables sécurité. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et plus précisément de la protection de l'écosystème externe de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit écosystème externe de l'entreprise? On pense en fait aux fournisseurs, aux prestataires, aux sous-traitants, en fait à tous les acteurs avec lesquels une entreprise collabore au quotidien. Parce que la cybersécurité ne s'arrête plus aux murs de vos entreprises, elle dépend aussi de vos prestataires, vos fournisseurs et vos partenaires. Pourquoi, Étienne, la cybersécurité est-elle importante pour les entreprises dans le contexte actuel? Déjà, très bonne question Marie. À l'échelle d'une entreprise, l'entreprise a différents risques, risques opérationnels. Et en fait, la cybersécurité, c'est un risque opérationnel pour l'entreprise. C'est-à-dire que si une entreprise se fait hacker, potentiellement, ses employés ne peuvent plus travailler, ses clients ne peuvent plus acheter ses produits, etc. Donc voilà, le risque cyber, c'est un risque opérationnel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour une entreprise de sécuriser. Le deuxième point important à bien comprendre, c'est que depuis ces 10-15 dernières années, la surface numérique, on va dire, d'une entreprise a augmenté de façon exponentielle. Et en fait, il y a de plus en plus de données qui sont accessibles publiquement, en ligne, de l'entreprise. Donc ça, c'est d'autant plus difficile à sécuriser et on en reviendra après. Et le troisième point qui est important, c'est que avec le contexte géopolitique actuel, il y a de plus en plus de cyberattaques, à la fois organisées par des États, des groupes affiliés à des États et des groupes de façon indépendante, on va dire des terroristes, on va dire de la cyber. Et pour les responsables sécurité, pour les entreprises, c'est d'autant plus difficile à se sécuriser. Et ça, on pourra en revenir juste après. Tu parlais à l'instant des tiers. Ouais. Quels sont les risques qui sont en matière de cybersécurité propres en fait à l'existence de tiers? Oui. En fait, quand je parle de la surface numérique d'une entreprise, en fait, j'inclus les tiers. C'est-à-dire que par exemple, prenons un cas très simple, Carrefour. Il fait appel à un sous-traitant pour faire le paiement sur son site internet. Ouais. Donc, si ce sous-traitant-là tombe, pour Carrefour, plus aucun de ses clients peuvent commander des courses en ligne. Et donc là, pour Carrefour, il y a un risque financier, opérationnel très fort. Et donc en fait, quand je parle de surface numérique d'une entreprise, il faut inclure ces sous-traitants notamment IT critiques, qui peuvent avoir un impact opérationnel fort. Et donc là, par exemple pour Carrefour ou pour n'importe quelle entreprise, déjà se sécuriser soi-même, c'est difficile, mais en plus avec les tiers critiques, ça devient un vrai défi, on va dire, pour les responsables sécurité. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé Galink. Mais est-ce que l'intelligence artificielle a un peu changé la donne en matière de cybersécurité? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est à la fois une révolution et à la fois une évolution. C'est-à-dire que dans le monde de la cybersécurité, c'est un monde d'attaque et de défense où généralement, dès qu'il y a une nouvelle brique technologique, un nouveau concept, l'attaquant le prend, épouse cette nouvelle brique technologique pour faire des attaques de plus en plus virulentes, adaptées, massives aussi. Et de l'autre côté, il y a la défense qui essaye de mettre à jour de façon continue son système de défense pour justement intégrer ces nouvelles briques technologiques, ces nouveaux types d'attaques pour se sécuriser. Et là, dans le cas de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une révolution, on va dire, c'est vraiment un shift technologique très fort. Ce qui fait que les attaquants aujourd'hui ont vraiment épousé cette nouvelle, ce que peut faire l'intelligence artificielle avec des attaques de plus en plus sophistiquées, massives, personnalisées. Et là aujourd'hui, il y a le monde de la défense, les entreprises essayent de mettre à jour leur système de défense avec cette nouvelle brique technologique. Et donc là, c'est un des défis aujourd'hui des responsables de sécurité. Alors c'est peut-être un peu mon prisme d'avocat, mais c'est vrai que quand tu parles de défense, moi j'entends tout de suite droit. Oui, en effet, il y a les clauses contractuelles, c'est une ligne de défense, on va dire, pour les entreprises. Et moi j'avais une question pour toi, c'est notamment dans le cas d'une cyberattaque, est-ce qu'on peut faire... est-ce que c'est un cas de force majeure, notamment d'un point de vue contractuel? Oui, malheureusement non. Okay. La Cour d'appel de Paris a statué sur ce sujet précisément en 2020 et a tranché qu'un virus informatique, pas tout à fait la même chose qu'une cyberattaque, mais on peut faire l'analogie, ne constitue pas un cas de force majeure. Et pourquoi? Parce qu'une attaque informatique n'est ni irrésistible ni imprévisible. Donc, la cyberattaque, a priori par analogie, n'est pas une cause exonératoire de responsabilité.
Et depuis? Depuis, rien n'a changé. La jurisprudence, elle reste constante. Pour qu'une cyberattaque puisse constituer un cas de force majeure, alors c'est pas exclu dans l'absolu, mais il faut qu'elle revête les caractéristiques de la force majeure, à savoir irrésistibilité, imprévisibilité et que ce soit en fait un fait extérieur échappant au contrôle de la personne ou de la société concernée. Cela étant, le Code civil permet aux parties de définir ce qu'elles considèrent comme un cas de force majeure. En fait, l'article 1218 du Code civil sur la force majeure n'est pas d'ordre public. On voit donc l'importance pour les parties de définir de manière précise, avec des clauses précises, leurs limites de leurs obligations, qu'il s'agisse de leurs fournisseurs ou de leurs prestataires IT. Juste 2 commentaires là-dessus. Dans le monde cyber, en fait, le risque zéro n'existe pas. Donc en fait, on met des barrières, mais derrière, on peut toujours se faire attaquer. Et le but, c'est de mettre des process en place pour réagir en cas de cyberattaque. Et le deuxième point, en effet, là, dans cet exemple-là, a priori, une entreprise numérique doit faire des backups de ces données. Ça fait partie un peu de l'hygiène cyber, on va dire, d'une entreprise, notamment pour les entreprises numériques. Et là, dans ce cas-là, c'était pas fait. Donc, au-delà de la clause contractuelle, il y a quand même l'hygiène qui n'était pas faite. Donc, oui. Quels sont les types de clauses qu'on peut intégrer dans des contrats? Alors, tout dépend. Ça dépend forcément des parties prenantes, comme toujours en droit, on fait quelque chose de personnalisé. Ouais. Mais il y a peut-être comme un b.a.-ba, des clauses qu'on peut avoir en tête quand on est en train de négocier avec un fournisseur, qui sont utiles à intégrer dans un contrat. On peut penser en fait aux obligations de cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait on contraint son fournisseur de prendre des mesures pour assurer sa propre cybersécurité, que ce soit en matière de traitement de ses données ou des données des tiers qu'il reçoit. On a aussi de manière assez importante des clauses sur les notifications d'incidents. C'est-à-dire que le fournisseur doit notifier en cas d'incident, donc fuite de données, piratage, etc., dès le départ, l'ensemble de ses co-contractants pour stopper net tout de suite et l'incident. On peut penser aussi aux audits réguliers. Alors ça, souvent, ça peut être un point de blocage dans les négociations parce que le contractant ne va pas apprécier nécessairement qu'on vienne fouiller dans ce que lui fait au quotidien. Néanmoins, c'est très important de pouvoir au moins demander, exiger un audit interne chez ce contractant qui va ensuite faire du reporting et expliquer en quoi il a mis en place un certain nombre de mesures en matière de cybersécurité. Et enfin, peut-être de manière plus importante pour nous en matière de contentieux commercial, c'est des clauses de responsabilité et d'indemnisation pour limiter le risque financier à la suite d'une cyberattaque. Un contrat bien rédigé, c'est votre première ligne de défense. Le sujet cyber devient un sujet de plus en plus prégnant et c'est pour ça que la conformité rentre en jeu là. Surtout en Europe, en France avec le RGPD, DORA, NIS 2, l'IA Act. Qu'est-ce que tu en penses? C'est hyper important. C'est hyper important parce que pour des sociétés, des grandes sociétés, qui vont avoir les moyens, qui vont avoir des gens responsables de la cybersécurité, etc., qui vont pouvoir être presque innovantes sur la gestion de leur cybersécurité. Très bien. Mais en fait, pour un certain nombre de sociétés et surtout leurs fournisseurs, ne vont pas nécessairement avoir ces moyens-là. La compliance, c'est vraiment un outil pour assurer une cybersécurité de l'ensemble des acteurs. Et donc on a effectivement le RGPD qu'on connaît un peu tous maintenant. On a aussi NIS 2 qui a été adopté en fin 2022 et qui vise à renforcer le niveau de cybersécurité du tissu économique et administratif des pays de l'Union européenne, qui prévoit un ensemble de mesures juridiques, techniques et organisationnelles que les futures entités régulées devront mettre en œuvre. Alors, à ce jour, NIS 2 n'a pas encore été transposé en droit français, mais les sociétés peuvent d'ores et déjà un peu anticiper sa mise en œuvre, c'est que bénéfique. Et puis tu parlais aussi de DORA, qui est du coup spécifiquement pour les acteurs financiers. Ouais. C'est quelque chose qu'on connaît bien, parce que justement on aide à aider nos clients soumis à DORA à être en conformité vis-à-vis de DORA sur cette gestion du risque cyberfournisseur. Étienne, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Sécuriser ses données, c'est essentiel. Et si je peux ajouter, sécuriser ses relations contractuelles, ça l'est tout autant. Donc chez Grenier Avocat, on suit de près l'évolution de la réglementation cyber pour anticiper les risques juridiques à venir. Merci beaucoup Étienne. Merci Marie.